Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, on reçoit Aton, alias Philippe B, son vrai nom, qui était un ancien membre du GIGN. On avait fait beaucoup de vues avec lui, vous avez été très nombreux à regarder l'émission du QG quand je l'avais reçu, vous avez été très nombreux à nous demander de le réinviter pour raconter d'autres anecdotes qu'il a vécues au sein du GIGN. Ça va être le cas aujourd'hui, mais juste avant, prenez 2 minutes, on est de plus en plus nombreux pour vous abonner à nos comptes sur YouTube, LEGEND, vous avez qu'à cliquer. Vous pouvez même mettre la cloche pour être au courant comme ça quand on sort une nouvelle vidéo. Vous pouvez nous retrouver aussi sur TikTok. Prenez 2 minutes, vous ouvrez un compte TikTok. Vraiment, ça nous aide d'être de plus en plus nombreux avec vous. Sur Snapchat, sur Instagram, sur Facebook. Vous tapez Légende ou Légende Média, même sur Twitter. En tout cas, merci de prendre vraiment 1 minute pour nous rajouter. Vous êtes des bombes. On y va avec l'émission d'Aton. C'est parti. Bonjour tout le monde. Bienvenue Aton, ancien membre du GIGN. Bienvenue sur le plateau, ça fait plaisir de t'avoir. Merci à toi Guillaume, bah oui, ça fait plaisir. Trop content. Alors, Aton, quand on l'avait reçu il y a maintenant 3-4 ans, à l'époque, en 2019, tu avais sorti un livre qui avait cartonné, qui s'appelait Confession d'un Ops. Après, tu en as sorti un autre qui s'appelait Feral. Je crois que tu as vendu, je ne sais plus combien de centaines de milliers, c'est 100 et quelques mille, les deux confondus. On est à plus de 100 000 sur le premier et pratiquement 20 000 sur le deuxième. Toi, tu étais intervenu à l'époque des attaques sur Charlie Hebdo pendant l'assaut des frères Kouachi. Maintenant, tu as quitté le GIGN, tu as pris ce pseudo Aton et tu as joué dans des films. Ton but, c'est de devenir comédien. Tu tournes avec Daniel Auteuil et Jamel Debbouze, là, je t'ai vu. Dans le nouveau jouet, ça a été une super expérience. J'ai eu pratiquement une quinzaine de jours de tournage. Donc tous les jours avec Jamel Debbouze, avec Daniel Auteuil, donc des leçons tous les jours. Et Eric Cantona aussi. Eric Cantona, alors ça c'était mais pratiquement juste à la sortie de l'unité, du GIGN. Je crois que je suis sorti en décembre et au mois de mars on tournait Dérapage. Bon, c'était un petit rôle, hein, c'était pas non plus, mais c'était un premier pas. Tu as été le premier à venir dans l'émission. Des forces étatiques, c'est rigolo parce qu'il y en a beaucoup qui ont suivi. Tu as été le premier à avoir le courage de venir parler, à tel point que beaucoup de gens pensaient que c'était pas vrai. Oui. Je te rappelle, dans les commentaires et tout, on s'était écrit après, je me rappelle, j'étais en vacances, on s'était appelé. Tu dis, mais c'est fou, quoi, les gens ne me croient pas, je comprends pas, j'ai juste raconté des choses parce que tu n'étais pas cagoulé. Non. Et tu es le premier à avoir parlé à visage découvert. Puis j'étais encore, moi, je quittais juste le GIGN, donc j'étais encore dans ce carcan, dans ce truc-là. Mais avec du recul, j'ai compris un peu pourquoi cette incompréhension. Parce qu'effectivement, c'était la première fois. L'image que que le public a du GIGN, c'est un homme qui est dans le secret, alors que c'est pas de secret, c'est discret, qui est cagoulé, qui a pas de visage. Et en même temps, moi, je t'ai raconté des trucs, la balle dans le pied. Tu avais raconté un peu de ta vie perso, tu vois. Mais oui, mais ça rendait les choses très humaines. Et je pense que le public ne s'attendait pas à ça, et ni les institutions. Les institutions ne m'ont pas fait barrage par rapport à ça, parce que tout était vrai, tout était expliqué, voilà. Mais c'était très personnel, et ça les a perturbés un peu. Ils n'étaient pas contents au début, les chefs? Au début, alors moi j'ai pas eu de retour, tu sais, c'est la grande muette, donc ils ne disent pas. Mais il y avait un gros silence qui en disait long. Un gros silence qui en disait long, mais si tu veux, tout ce qui s'est fait après, j'ai été pas mal critiqué aussi par les forces spéciales du fait de ce passage au QG, mais je me suis rendu compte qu'après, en fait, ça fait une belle promotion. Et d'ailleurs... je ne vais pas dire les noms, mais bon, bref, si, je pense qu'ils assumeraient. Mais j'ai vu le patron du RAID il n'y a pas tellement longtemps et le patron du GIGN, que je vois très régulièrement parce que j'y vais assez souvent, qui sont assez satisfaits de ce retour. Ça a servi en recrutement. Et de l'impact. Alors, c'est difficile à quantifier parce qu'il y a quand même toujours eu du monde pour les unités d'élite. Et 2015, justement, a suscité énormément de vocations. Mais je pense que le fait de rendre un peu plus humain les tests en racontant, même dans le livre, quand j'explique... tout ce que toutes les difficultés et tout ce que ça engendre, mais que malgré tout, on arrive à passer les filtres et à réussir, je pense que ça suscite des vocations, ça aide un peu. Et tu pratiques encore les sports de combat? Je me rappelle à l'époque, tu parlais de la claque assommante, c'était ton truc. Tu pratiques toujours ou pas? Oui, mais différemment. Maintenant, c'est plus, je me préserve, j'ai plus 20 ans, j'ai une prothèse au cervical, je suis obligé de me préserver un peu pour mes projets. Parfois, ça m'arrive de tourner un petit peu au cinéma ou de faire des pubs. Et par contre, dans ce que j'entraîne le plus, c'est vraiment le physique. Et c'est aussi médical que pour l'esthétisme. C'est d'une part médical parce que j'ai une prothèse. Secondement, j'entretiens mon physique en second lieu parce que j'aime ça, parce que je ne peux pas me voir. Je crois que c'est ma carapace aussi.
depuis tout petit. Ah, c'est vrai. Et je peux pas me voir différemment que musclé. J'ai l'impression que quand je perds le muscle, je deviens beaucoup plus vulnérable et ça atteint vraiment mon mindset. Je comprends. J'avais fait un film en 2016, j'étais encore au GIGN, hein, en 2017, où j'avais pris 15 kilos de gras. C'était dans une période où je pouvais me permettre. Donc il fallait vite les perdre et vite les gagner et vite les reperdre. À la Christian Bale, quoi. Ouais, et donc ça a été une performance, ça a été une performance un peu d'acteur que j'ai voulu montrer aussi. Mais quand je me suis trouvé gros, hein, avec le ventre et tout, hein, c'était pas moi. Et j'étais limite dépressif comme l'était le personnage. Donc c'était bien. Et j'ai tout perdu en 8 semaines. Donc autant dire que ça a été vite torché. Non, bravo. Et ouais, ça a été... On a un moment dans l'émission qui s'appelle Studio Bagarre. Je demande à tous les invités s'ils ont déjà vécu une bagarre. Ça va être marrant quand ça va être des ministres à qui je vais demander ça ou des anciens présidents. Toi, j'imagine que ça va être un peu plus dur, mais est-ce que tu as déjà vécu un moment à raconter d'une bagarre un peu improbable ou énorme? Ah oui, il y en a une qui est mémorable. De par ce qu'elle a engendré en coûts financiers. Alors, en fait, allez, on était, je crois, en 1999. Donc j'avais 19 ans. Je sortais de l'armée. C'était dans la période avant de rentrer en gendarmerie, donc où je serrais quand même le cul pour y rentrer, parce que c'était pas gagné, du fait de mon travail en boîte et tout ça, et de ma personnalité. On décide d'aller dans un petit troquet qui s'appelle le Canotier à Jonzac. Ok. Et là, on y va, donc tous les quatre, on rentre, et là, on voit le portier, qui était un pote, qui était prof de boxe à Saintes, en Charente-Maritime à l'époque, livide. Gilbert, le mec avec à peu près 40-45 ans, tu vois, un mec assez solide, qui avait un vécu, tu vois, c'était le papa pour nous. Et là, on le voit, blanc comme un linge. On dit, ça va, Gilbert? Il dit, non, il dit, ça va pas du tout. Il dit, il y a 12 mecs, 12 manouches, dans le bar, ils veulent me faire la peau. Alors lui, il avait des soucis aussi, des soucis perso avec plusieurs communautés. Et il me dit, écoute, parce que bon, il faisait du trafic, Ah oui, d'accord, ok. Voilà, il y avait pas mal de trucs business, quoi. Ouais, Et il me dit, voilà, le business m'a rattrapé, là, ils sont 12 ici. Alors, les mecs pissaient le long du comptoir. Mais non. Ils mettaient les mains au cul des femmes qui étaient en couple, hein, et donc les mecs n'osaient rien dire et les mecs sniffaient de la coke dans les toilettes parce qu'il avait retrouvé quelques traces et tout ça, quoi. Et il me dit, ils veulent me faire la peau. Et il dit, ces mecs-là sont vraiment sérieux, quoi. Et nous, on se regarde avec mes potes. Il y avait Karim Clémenceau, qui est connu un peu sur les réseaux, hein, qui partage pas mal de trucs de bagarre. Julien, son frère, et Ben, un pote d'enfance, pas du tout bagarreur. J'ai dit, Gilbert, on est là, on fera ce qu'on pourra. On verra bien, quoi. On dit, dès que t'en sors un, nous, on suit. Et on demande au patron, donc le patron nous installe, tu sais, il est content de nous voir. Donc on lui dit, bon, la tournée, c'est pour le patron, il nous met des tequila paf. Okay. Donc on s'en prend une, on s'en prend une deuxième, puis on voit que les mecs nous regardent quand même, qu'on sent que le problème la crise est en train de se centrer sur nous, et on sent qu'il va y avoir bagarre entre eux et nous. Puis nous, à l'époque, on sortait tout. C'était à l'époque, tu sais, t-shirt moulant où tu montrais tout, quoi. Et moi, j'aimais bien, je montrais tout. Aussi bien pour les nanas que pour les bagarres, ça pouvait amener quelque chose, quoi, tu vois. Donc, créer les opportunités. Et puis, j'étais naïf. J'étais surtout très, très naïf. Et Gilbert, en fait, en chopin à un moment donné, il recule. Et en le sortant, le mec, il sort un couteau, une serpette, et il lui met un coup dans la joue. Donc, Gilbert se retrouve, mais vraiment ouvert, mais la joue très, très ouverte. Et une blessure au couteau, on en voit dans des films, mais dans la réalité, les chairs en fait enflent et c'est vraiment pas beau, quoi. Et il le sort, donc nous on se lève, on voit que les mecs suivent, et là ça part dehors, et là en fait on se bat avec comme on peut. Donc nous on est 4, bien que Ben lui prend plus les bombes lacrymogènes et va gazer. Et Gilbert, lui, il est presque out, quoi. Il a le visage en sang. Et nous, on sort donc les trois, hein, Julien, Karim et moi. Et là, on se bat. Donc, on se retrouve donc dans ce bar-là, enfin sur une petite place, parce que le canotier il donne vraiment sur une petite place où il y avait table et chaises. Et là, on se bat avec les mecs. Et on y va fort. À l'époque, moi, je travaillais en boîte de nuit. J'étais vice-champion de France en full contact. Karim, il enchaînait les coupes dans différents styles. On faisait du combat libre. Et on aimait ça. Donc on fou d'aimer se battre vraiment, parce que ça fait très mal. Ouais, mais ça, en fait, c'est une décharge d'adrénaline, tu sais, c'est comme un sport violent, tu vois, comme un sport extrême. Les sports extrêmes sont assez violents dans ce que ça provoque en soi. Et je pense que c'est un peu le cas. Donc on aimait ça, tout pendant que ça se passait bien, mais à y réfléchir, c'était complètement débile quand tu vois les conséquences que ça pouvait avoir. Bref, on se bat, il y en a 6 qui partent.
et 6 qui restent. Et les 6 qui restent sont vraiment déterminés. Mais les mecs, on les frappait, ils ne sentaient rien. Il y a eu au final, il y a eu 44 points de suture sur le crâne d'un manouche. Il y a eu renfoncement de la cage thoracique. Il y a eu mâchoire cassée. Nous, chez nous, à part quelques fractures au niveau des métacarpes, ou voilà, c'est tout ce qu'il y a eu. On a envoyé, on s'est battu même à la fin, ça a duré 1h30 de bagarre. Ils voulaient rentrer dans le bar absolument, et nous, en fait, on les empêchait. On a barricadé le bar, moi j'ai arraché les montants, tu sais, de porte en alu, pour piquer à travers la porte, pour les faire reculer. Donc, mais c'était une bagarre. Vous avez détruit le bar. On a cassé une batte de baseball, le bar a été 250 000 francs de réparation, parce qu'il y a eu un article après, dans la presse. 250 000 francs de réparation. Les gendarmes sont venus à un moment donné, à l'effectif de 2, ils avaient le képi à l'époque, et nous, en fait, on était à l'intérieur, donc on ouvrait les portes, on frappait, on revenait. C'était des assauts, en fait, qu'on faisait pendant 1h30. Et quand les gendarmes sont arrivés, les mecs, ils ont pris une gifle par un des manouches, le képi, il a volé. Mais non. Et ouais, et là, je me suis dit, ah merde, c'est ce métier que je veux faire. Mais pas comme ça, merde. Et ils sont revenus après avec une espèce de brigade, avec le recul, je pense que c'était un peloton d'intervention d'un escadron, où là, avec, tu sais, les matraques, les boucliers, et on a été arrêtés avec les mecs, avec en fait. Eux, ouais. Et toi, t'étais pas gendarme encore, non? Ah non, bah et non. T'as pas eu peur de pas l'être? Ah ben moi, j'ai eu une pseudo-garde à vue. Le lendemain, j'ai été auditionné par 5 gendarmes, et là, j'ai pris la foudre. Il me dit, mais t'es complètement irresponsable, tu veux rentrer en gendarmerie, t'as vu ce que t'as fait? Ben j'ai dit, vous êtes pas venu. Et j'ai dit, mais attendez, vous êtes... Ah, mais j'étais assez virulent. Il y en a qui m'a dit, calme-toi, parce que ça pourrait mal se passer pour la suite. Ouais. Ah, ouais. J'ai eu 2 ans d'enquête de moralité, faut pas l'oublier, c'est long. Avant de rentrer au GIGN? Non, avant de rentrer en gendarmerie. Normalement, c'est entre 3, 6 mois, 9 mois maximum. Parce que t'avais un passé un peu compliqué? Bah, les bagarres. Ah ouais, oh là là. Qui paye dans ce cas-là? Bah, alors déjà, c'est pas moi, ni mes potes, heureusement, parce qu'on les avait pas. Mais je pense que l'affaire a dû être jugée après. Enfin, j'imagine, parce qu'il y a eu... Moi, j'ai pas été inquiété après. Je sais que Gilbert, lui, a été menacé par la communauté. Il a fallu, on s'est relayé après. Mais alors, qui a payé Parce que 250 000 francs, c'est quasiment 250 000 euros aujourd'hui. Ouais. En équivalence, tu vois. Ah, mais c'est pour ça que c'est passé dans le journal. Voilà. Non, mais c'est fou parce que... Tout ce que tu racontes est vrai. Je précise juste, mais pour vous expliquer, il y avait eu des doutes à l'époque quand tu étais passé. Il y a toujours des mecs qui disent « Ah, c'est pas possible, c'est pas rien ». Après ton passage dans ma précédente émission, tu as carrément reçu la Légion d'honneur. Oui. Est-ce que tu l'as ramenée, je crois? Tu peux la montrer? Pour vous montrer, on vous montre même le diplôme, hein, parce que tu reçois un papier avec... Il y en a qui vont dire que je l'ai acheté sur le Bon Coin. Est-ce que tu peux nous montrer du coup tes médailles là? Alors là, t'as les médailles ici, et ici t'as les brevets. Donc le brevet chuteur opérationnel, le brevet chuteur opérationnel du GIGN. Donc là, c'est le brevet 49. Celui-là, c'est 2703. Tu donnes le numéro du brevet pour prouver que c'est bien toi? Attends, 2704, putain, je sais plus. Ouais, 2703, qui sont tous notés. En fait, les vrais brevets sont notés derrière. Et là, t'as le brevet bagarre. Ça, c'est pour montrer aux complotistes que c'est vrai, hein, mais c'est évident qu'on avait vérifié avant, mais comme ça, on vous le montre. Là, c'est le brevet bagarre. Là, c'est 3 mois de stage à Fontainebleau de bagarre, où tu apprends différentes disciplines. Okay. Là, tu as le brevet GIGN, donc brevet 253, brevet 49. Et puis là, c'est les médailles, donc avec la Légion d'honneur, la médaille militaire, la médaille gendarmerie, médaille d'ordre de France nationale. Légion d'honneur, tu peux la montrer? Moi, j'ai jamais vu une Légion d'honneur. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir amené les médailles. Ça montre. Ouais, ça montre, mais en même temps, tu sais, on est toujours gênés. Les militaires sont toujours gênés de montrer les médailles. Il y a une grosse pudeur par rapport à ça. Et c'est pas par rapport à ce qu'on a vécu, c'est un traumatisme ou quoi que ce soit, c'est pas ça. C'est qu'en fait, il y a beaucoup de comparaisons. Et il n'y a pas de comparaison, en fait. Chaque mission est différente. J'ai eu des médailles qui, pour moi, ne valent pas grand-chose, et j'en ai pas eu pour des choses qui sont très importantes pour moi. Et puis on n'aime pas parce que ça fait très prétentieux, c'est très français ça. Tu dis pourquoi la Légion d'honneur d'ailleurs? Je t'ai pas demandé. La Légion d'honneur, je l'ai eu pour l'ensemble. En fait, tu sais, c'est comme des points. Quand tu as suffisamment de bons points, moi il se trouve que je dois avoir 7 ou 8 citations. Ah oui, les citations, c'est un remerciement, une félicitation. T'as pas forcément de médaille. Alors, elles sont représentées ici par des étoiles. Mais j'ai pas pu mettre toutes les étoiles, ou alors il faudrait que j'ai une autre médaille. Et c'est pas le nombre, on n'essaie pas de... Voilà, il n'y a pas de... Voilà, merci de les avoir emmenés en tout cas. Oui, on essaie de prouver que... Mais bon... Non, c'est bien, toujours comme... Non, mais c'est toujours même intéressant de savoir à quoi ça ressemble. Moi, je trouve ça cool de voir, tu vois. Je les ai ramenés dans des lycées, et c'est vrai que le fait de les montrer, ça montre quelque chose d'authentique pour les élèves. Est-ce que maintenant que tu as arrêté le GIGN et que tu fais un autre métier, tu as comblé autre chose en toi?
Maintenant que tu es comédien... Je crois que je suis en recherche encore. Parce que j'apprends tellement. Moi, j'ai été préservé. Le milieu civil, pour moi, c'était avant mes 19 ans. Avant l'armée, donc une période courte, c'est la période scolaire, où j'étais pas forcément très bien. J'étais très différent, très en marge. Et au sein de l'armée, je me suis épanoui. Mais ça a pris du temps. Et là, maintenant, dans le milieu civil, ça prend du temps encore. Ça fait 3 ans que je suis remis à la vie civile, que j'apprends que le sens de l'engagement, tout le monde ne l'a pas, comme moi ou les autres militaires l'ont. Il y a tout un tas de choses, je prends beaucoup de claques en fait. C'est pas les mêmes valeurs que dans la vie militaire? Non, c'est pas les mêmes valeurs, mais c'est super intéressant pour moi parce que je me lance dans une carrière qui est complexe, le métier d'acteur. Je suis auteur aussi, alors c'est plus simple le métier d'auteur parce que là je suis seul avec Jean-Luc Riva, mon co-auteur, sur l'écriture, on est très libre. Et on écrit, on fait et après on propose. Mais le cinéma, c'est très compliqué, je me heurte à beaucoup de préjugés. Et le business aussi, parce que je fais des partenariats, donc moi je sais pas me vendre. Quand on est dans le don de soi, on sait pas se vendre. Oui, c'est complètement antinomique à ce que tu as appris avant, quoi. Et je me suis fait avoir. Mais depuis que j'ai quitté, j'ai attiré, en fait, avec les compliments, avec des merci, on a réussi en fait à m'avoir sur plein de choses, parce que je pense que le militaire n'a pas beaucoup de reconnaissance au sein de l'armée. Et quand il en a, il est un peu perdu avec ça. Il est gêné. Et moi, j'étais très gêné de recevoir. J'avais l'impression de briller pour les autres et de voler un peu la gloire. Ça a fait son chemin. Maintenant, je prends les merci. Je prends ma part. Et je me dis, c'est aussi pour les collègues, quoi. Mais c'est très bizarre. Je suis en apprentissage, en fait, encore. Et est-ce qu'il y a une phrase que tes parents te disaient petit qui te sert aujourd'hui? On a tous parfois des phrases ou des valeurs. Qu'est-ce que t'as appris tes parents qui te servent aujourd'hui? Travail. Le boulot? Travail. Sur tout ce que j'initie, il peut y avoir du talent, mais si on ne travaille pas, si on se repose sur ses lauriers, je crois qu'il y a eu un moment donné où, à chaque fois dans ma vie, que ce soit sur les sports de combat, que ce soit même au GIGN, où on commence à se sentir bien dans ce qu'on fait et relativement à l'aise. Ça arrive au GIGN après 3-4 ans de GIGN, et je le remarque, c'est très flagrant sur les opérationnels. Tu vois qu'il y a c'est très intense le GIGN. Il y a la formation. Au début, on est un bleu, donc on est sous les projecteurs des anciens. On est sous même la ligne de mire des anciens, donc on serre le cul. Puis à un moment donné, on a fait quelques missions et on prend confiance. Et c'est là, quand on prend la confiance, qu'on oublie un peu de travailler. On arrive un peu plus tard et on part un peu plus tôt. Et on est rattrapé. Alors quand on est rattrapé par une mission qui se passe relativement bien, on sent qu'on a vacillé un peu, ça va. Eh bien moi, en fait, je pense que c'est ça. C'est avec le métier d'acteur, avec auteur, je veux pas me reposer sur mes lauriers et toujours garder cette notion de travail. Le travail paie. Et le travail paie. Parfois, ça prend beaucoup de temps, mais ça finit toujours par arriver. Exactement. Faut pas changer la voie, en fait. Faut pas changer de direction. Est-ce que tu as déjà eu tu as beaucoup bossé, tu as fait beaucoup de missions. Est-ce que tu as déjà eu un moment de malaise, un truc un peu drôle qui t'est arrivé durant tes missions au GIGN? Alors je vais arriver sur un malaise qui est... Un peu marrant. Ouais, marrant. Oui, marrant parce qu'on rit pas en fait du désespoir des gens. Tu sais, les missions. Ah non, évidemment. C'est mais des malaises ou des gens qui étaient vus très forts. Alors quand on fait un briefing, on nous annonce le pédigré de la personne qu'on va interpeller. Quand le GIGN se déplace, en général, c'est pas pour rien. Donc le mec a attaqué à main armée, il a parfois tué. Et là, en fait, on va en Corse pour interpeller un terroriste corse. Alors les terroristes corses, eux, s'en prenaient aux maisons. Pas forcément aux gens, mais plus aux maisons. Et là, on dresse le tableau du mec. On a toujours une photo au visage assez dur, le corse, quoi, tu vois. Et on nous dit, voilà, on va arriver par chez lui, on va rentrer donc dans sa cour. On me dit, moi, tu vas installer une colonne d'explosifs. Donc une colonne d'explosifs, c'est un gros boudin qu'on doit placer sur une porte, qu'on doit coller sur une porte. Et moi, en fait, c'est ma mission, c'est d'ouvrir. Et quand on est à l'effraction, souvent, on dit qu'on est aspiré par la porte qui est ouverte, donc ça nous permet d'être en tête et de passer devant les petits copains et de faire et de faire l'interpellation. On a tous les dents longues, quand on est au GIGN, on veut tous interpeller. Et quand on est effraction, ça nous laisse la porte ouverte en premier pour rentrer. Donc ça, c'est bien. Donc le chef me dit, bon, tu fais l'ouverture de porte. J'ai ok, pas de souci, tout est prêt. Et il me dit, par contre, tu resteras devant la porte. J'ai commencé à me dire, non, t'as déjà interpellé, t'as croqué. En gros, tu laisses un peu les autres, voilà, tu partages. Très déçu, je dis ok.
Bon, pas le choix, de toute façon, c'est militaire, hein, donc... Ouais. J'arrive pour placer mon gabarit, explosif, ouais. mon explosif, donc j'enlève les scotch et tout, je place le truc sur une porte qui est humide. Le scotch ne tient pas. Donc à la radio, on me dit laisse tomber et on me monte un bélier. Et tout ça a été filmé par Nicolas Moscara, un journaliste qui nous suivait. Et les images, On n'a on plus peut le droit les de filmer voir. ça maintenant. L'État Ah a oui. interdit de suivre une vraie enquête, ouais. Et une vraie interpellation, c'est fini. Et c'est pour ça qu'on a eu le time code, en fait. On a vu le temps que j'ai mis pour ouvrir la porte. 6 minutes. Alors pourquoi 6 minutes? Parce que c'était un terroriste, donc je voulais absolument la faire à l'explos. Donc on me ramène, donc j'ai l'outre qui ne colle pas. Donc je dis au chef, je dis c'est pas grave, je la tiens, je lâche, elle va pas tomber, elle va juste, ça va glisser comme ça. Et je fais péter. Mais il y a quand même de l'explosif dedans, c'est-à-dire que si je laisse la main, ma main elle saute, hein. Ouais. Ma main est arrachée. Et j'ai le porteur du bouclier qui en peut plus, qui est devant moi, et on me monte le bélier, donc pour ouvrir à la main. Et je dis non. Je dis moi je veux l'ouvrir à l'explosif. Et je sors un tout petit gabarit en fait, un petit truc, c'est du cordeau détonnant mis sur un truc très spécial, Un petit explosif. mais qu'il faut que je confectionne parce que je l'ai pas préparé mon truc. Donc je commence à sortir mon rouleau de scotch, à demander aux opérationnels qui sont dans la colonne de tenir le truc. Les mecs qui me regardent sous les cagoules, mais je vois des yeux, les mecs qui me regardent, mais tu fais quoi? Et le chef qui est fou. Mais je veux le faire à l'explosif. Et le temps est long parce que tu sens que tu as toute la colonne qui est comme ça. Ah ouais, Oh, c'est très lourd. Hein. Tu m'avais fait essayer un casque à l'époque, c'est très lourd. très lourd sur le plateau. Alors les mecs le ressentent pas vraiment parce qu'ils ont l'adrénaline. Mais là, ils en ont plein le cul, ils ont qu'une envie, ils ont c'est envie que ça d'y aller. pète et que ça rentre. Et là, je mets 6 minutes et j'ouvre. Ah, ça m'a valu mais des années. Le mec ouvre les portes en 6 minutes. Je place mon explosif, je fais péter. Et là, tu as intérêt que ça ouvre bien. Ah ouais. La porte s'ouvre, les carreaux pètent en fait et la porte se retrouve bloquée, grande ouverte. Les mecs rentrent. Toi, Et tu là, restes tout seul dehors. et moi, je reste tout seul. Et le chef, quand il passe, il me regarde, mais il me foudroie du regard. Et là, les mecs cherchent dans la maison l'individu. Personne. Et en fait, tout de suite, moi, je passe ma tête quand même dans la maison et je dis, je vais peut-être trouver mon utilité, tu vois. Et il y a un escalier, en fait, qui monte, mais directement. Et là, je vois un mec qui descend, qui est à poil, et qui descend, et je regarde sa tête. Alors, tu sais, les mecs sur les photos de Oui, la parfois c'est police plus sombre sur la ont un photo. visage Ouais, dur, ouais, tu vois, ouais. ils sont comme ça. Et là, je vois un mec qui est comme ça, et qui s'excuse de passer. Et le mec, il passe comme ça. Il est à poil. Et moi, j'avais une arme là, j'avais un pistolet automatique ici, et j'étais très traditionnaliste. J'avais mon revolver là, Oui, mon avec MR73. le barillet, tu nous en avais pas. Et là, je le vois, et j'enlève mon revolver, et je lui mets sur la tente comme ça. Et le mec, en fait, il me tombe dans les bras. Et je dis, tu fais quoi là? Couche-toi. Donc le mec se couche, comme ça. Et je lui dis, mais tu fais quoi là? Et le mec à poil, donc, moi, je dis à la radio, je dis, je l'ai. Content de la prise. Je mets mon genou C'est sur... drôle, alors qu'il voulait pas te laisser rentrer en premier, c'était qu'il avait. Non, il c'est voulait pas drôle, me ça. laisser rentrer en premier. Parfois, tu sais, les soucis, ils viennent à toi C'est fou, comme ça. c'est-à-dire que le mec aurait pu sortir limite par derrière. Il aurait pu sortir Oh, si c'est fou. j'étais rentré. Mais C'est- ce qu'il y a, c'est fou, c'est cette qu'attends, histoire. c'est pas fini. Parce que là, c'est là où le moment va être très très gênant. C'est que je mets un genou sur le haut de son dos, sur sa nuque, et on fait 2 points de contrôle, et j'en mets un sur ses fesses. Ok. Sauf que le mec, avec le canon sur la tête, se chie dessus. Parce qu'il était nu. Il était nu. Il se chie dessus, littéralement, et il me chie dessus. Donc plusieurs fois dans ma carrière, il arrivait que j'ai une auréole au niveau du genou, tu vois. Et c'est fou, ça ça. puait la merde. Voilà. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Et une autre fois, dans un bar à chicha, pareil, où je sors un mec, je l'étrangle, je lui mets les serflex, tu sais, il faut sortir vite. Je lui mets les serflex sur le blouson. Donc, je serre pas trop fort. On est humain, tu vois, on n'est pas sadique. Oui, le but, c'est pas de faire du mal. Ouais. Le mec, je prends l'étranglement et je vais pour l'emmener dans la voiture le plus vite. Et le mec se détache et me ceinture comme ça dans la rue. Donc là, je serre et le mec fait ce qu'on appelle, c'est une petite mort, tu vois. Alors, il y a ça dans l'orgasme et il y a ça dans l'étranglement. Et le mec tombe comme ça, mais il tombe. Parce que tu as serré trop fort le J'ai coup. serré trop fort. Et là, le médecin arrive tout de suite. Qu'est-ce qui se passe et tout? Et je lui mets deux, trois gifles, tu vois. Et le mec revient à lui. Ah, mais je dis, il est bon. On le rattache, on l'emmène dans le véhicule. Et au moment où je le mets dans le véhicule, je fais... Je dis, putain, ça pue la merde. Le mec qui dit, ah ouais, je me suis chié dessus. J'avais vos conneries, là. Putain, tu m'as défoncé le cou. On le fout dans la bagnole. Donc moi, je le fous entre le dossier du conducteur et le siège. Je lui dis, malheureux, pose pas ton cul sur le siège, sinon je te défonce. Et le mec me dit, on va où, là? Oh, j'aurais faire beaucoup de route. Le mec me dit, chef, on peut faire un truc. Il dit, je peux enlever ma culotte et on la jette par la fenêtre.
Eh, j'ai dit, mais t'es con ou quoi? J'ai dit, tu veux créer un accident, on va prendre le périph', si je jette ta culotte pleine de merde, on va créer un accident, mec. Ah, mais je peux pas aller chez le... Je sais pas où vous m'emmenez, mais je peux pas aller chez le juge comme ça. Et d'ailleurs, suite à l'émission, qui a été le record du QG à l'époque, je me rappelle à l'époque, cumulé avec Facebook, les capsules, je voyais des extraits de toi qui n'étaient même pas sur nos réseaux, qui faisaient 7-12 millions de vues, c'était fou. On t'a reconnu dans la rue après? Oui. Les gens t'ont parlé de l'émission? Oui, beaucoup. Beaucoup, et d'ailleurs, tous ceux qui critiquaient, je les ai pas vus vraiment en vrai, quoi. Mais ça, c'est toujours pareil, hein. Les haters, tu les vois J'en ai pas, appelé quelques-uns quand même. T'en as appelé? Ouais, sur Messenger. Tu sais, sur Facebook, c'est lié avec Messenger. Oui. Et en fait, j'en ai appelé. Donc certains disent, non, mais c'est bien toi. Et je dis, bah ouais, ah, c'est génial. Je dis, ouais, attends que ce soit génial, on va quand même causer, toi et moi. Et je les appelais en visio, tu vois. Alors certains voulaient pas se montrer, donc je les appelais en vocal. Et les mecs disaient qu'en fait, non, ça avait suscité parfois... ils me trouvaient vachement imbu de ma personne, un peu. C'était l'image que ça a peut-être dégagé. Mais moi, je racontais ça naturellement. Et je trouve qu'il faut... En fait, il faut s'en foutre du truc. Oui, exactement. Non, mais c'est... On s'en fout. On Et les mecs t'a reconnu regrettaient. dans un endroit improbable, on est venu te voir... Ça peut être à la salle de sport, t'es en train de faire du sport, ça peut être au restaurant. Ouais, alors au sport, une fois, je fais toujours mon sport par vélo elliptique, tu vois, dans ma salle, dans Montargis, et t'as une nana un jour qui vient, aller à l'accueil, elle me regarde comme ça, et elle bloque. Et elle fait à sa copine, ouais, mais bon, et tu sais, quand tu commences à avoir une notoriété, tu vois quand t'as tu vois les gens dès qu'ils te reconnaissent, tu vois, tu captes les pieds, puis tu fais celui qui voit pas. Et là, la nana, elle vient, avant son portable, elle me regarde, elle me dit pas bonjour, hein, clac. Elle prend la photo et elle se barre. Bon, c'était tout, quoi. Et parfois aussi dans les restaurants. Et t'as été très tatoué. Tu disais, tu fais du sport à la salle, etc. Machin. Parfois, tu mets des photos de toi sur Instagram, très tatoué, très musclé. Est-ce que t'as des cicatrices aussi? J'en ai pas mal, oui. Oui, j'en ai pas mal. Tu m'avais raconté une anecdote à l'époque. Où tu t'avais raconté que tu t'étais tiré dans le pied. Là, t'as une cicatrice. Aujourd'hui, t'as des... Non, non, oui, j'ai un léger poids, en fait, je m'étais pris une 5,56, qui a un diamètre très petit. Un fusil d'assaut. La balle est très petite, elle a traversé le pied, alors ce qu'il y a, c'est que le trou d'entrée, en fait, est très petit. Ce qui est super dangereux avec ça, c'est qu'en fait, la munition est tellement légère et tronconique, ce qui fait que dès qu'elle touche un os ou un muscle, parfois, elle vrille. Et c'est en vrillant qu'elle fait le plus de dégâts, parce qu'elle a beaucoup d'énergie. Donc moi, j'ai eu la chance, en fait, quelque part que la balle traverse le pied. Le trou d'entrée est très petit, ça a cramé. Et le trou de sortie, par contre, aurait pu faire une grosse cicatrice, mais comme tu sais, les peaux mortes s'enlèvent sous le pied, ça m'a pratiquement enlevé. Donc j'ai pas de cicatrice de cette blessure-là. T'as ramené ta radio, Ismaël, merci beaucoup. Hop, Ismaël qui me donne ça. Hôpital clinique Saint-Raphaël, X-ray, et c'est donc je sais pas où c'était ça. C'est à Bagdad, c'est en pleine zone rouge, parce que l'ambassade de France est en zone rouge, elle n'est pas en zone verte. La zone verte, c'est tenu par les Américains, c'est une zone qui est sécurisée, et l'ambassade de France, depuis Chirac, depuis sa décision sur le conflit, bref, vous irez chercher sur Internet, la France est un peu punie, et elle est en zone rouge, et l'hôpital était en zone rouge. Alors c'est la radio de ton pied. C'est la radio de mon pied. Est-ce qu'on voit, ou c'est assez compliqué, mais en gros, attends, je vais montrer ce que tu as montré tout à l'heure. C'est ici, c'est ça? Ouais, tu peux. Alors je sais pas. On voit là. Alors moi, je suis pas radiologue, je peux pas interpréter on voit pas vraiment où sont les chairs où ont été touchées. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que j'ai pris la balle dans le pied, mais les os ne sont pas cassés, ni même fissurés. Et ce qui est assez miraculeux. Alors je dis miraculeux parce que même les médecins ont du mal à se l'expliquer. Parce qu'une balle qui traverse ton pied, en fait, il y a tellement d'énergie. Quand une balle traverse ton pied, tu as ce qu'on appelle une cavité permanente. C'est-à-dire que ça arrache les chairs, ça fait un tunnel. Mais l'énergie que déploie cette munition dans tes chairs fait une cavité temporaire, ce qui fait que ça gonfle comme ça. Tu sais, ça fait BAM. Et cette énergie va faire que tous les os qui sont sur le chemin sont brisés. Moi, il y a la cavité permanente et la cavité temporaire n'a même pas brisé les os. Ce qui est, c'est 900 mètres par seconde. Et ça, c'est donc ton pied, on voit vers le haut. Ouais. Et on voit, donc je montrerai la photo en gros prend plan, biais, mais voilà. c'est l'entrée qui est carrément nécrosée, quoi, noire.
en fait, la chaleur est tellement, je la prends en sortie de bouche presque, hein, en sortie de larmes. Donc là, il y a une telle chaleur que les peaux sont cramées direct. Et par contre, ce qu'on voit pas, c'est que le pied derrière est assez éclaté. Ah oui, c'est la sortie c'est pas le même trou. Et j'avais mis des strips et j'avais pas pris de photo pour pas inquiéter le médecin. J'ai pris que le trou d'entrée. Je lui dis, regarde, Seb, tout va bien. C'est quoi ton plus grand regret durant ta carrière au GIGN? Est-ce que tu as un regret, un truc que tu as fait où tu t'es dit, putain, j'aurais pu mieux faire ça, j'aurais pu mieux gérer? Tu sais, on a tous, c'est pas forcément avoir des remords, c'est pas machin, mais tu sais, des regrets, c'est-à-dire, tiens, ça, j'aurais peut-être pu mieux le faire, ça, j'aurais, tu vois. Je sais pas, est-ce que t'es tombé, t'as glissé, j'en sais rien, tu vois, à un moment important. Ça peut être une connerie, hein. Ouais, j'ai eu des accidents En fait, je crois que j'ai tout donné. Sur ma carrière, j'ai vraiment tout donné sans compter. Alors, je suis pas le seul, hein. Beaucoup de collègues donnent sans compter et on se blesse. Et quand on quitte, en fait, on part avec ses blessures et on part seul. Donc, ça peut être aussi bien les blessures psychologiques, parce qu'on est très entouré quand on est au GIGN et on a beaucoup de pudeur. Mais on se rend compte, et je vois, parfois j'ai des collègues, tu sais, j'avais une larme à l'œil quand j'avais fait l'émission, et beaucoup en ont ri. Alors pas forcément les collègues proches, hein, je parle pas des gens du GIGN, mais des gens des militaires. Et je pense que ces gens-là n'ont pas vécu ce qu'on a pu vivre. Alors il suffit pas d'être dans les forces spéciales, dans les unités d'élite pour vivre des choses dures. Les militaires, des jeunes militaires ont vécu des choses extrêmement dures. Et eux peuvent comprendre qu'on part avec des blessures dont on n'a pas conscience quand on est en service, mais qui prennent de l'ampleur après quand on est un peu oublié. Tout ça ressurgit, et les blessures physiques aussi. Les blessures physiques, moi je vis avec un handicap, je suis sourd pratiquement d'une oreille. Et, à cause de tout ça. Et je pense que j'aurais pu, en mettant des doubles protections auditives, en me ménageant un peu plus sur le poids, à soulever les choses. On donne tout quand on a toujours quelque chose, on se dit qu'on a toujours quelque chose à prouver. Et je pense que j'aurais dû te ménager. Me ménager. Et je le dis maintenant aux plus jeunes. Tu te rappelles la dernière fois où tu as pleuré au GIGN, ou d'une fois où tu as pleuré? Est-ce que tu l'avais dit à l'époque, tu nous as dit rapidement que oui, on pleure, oui. comme tout être humain, avec une cagoule ou sans cagoule, mais est-ce que tu te rappelles d'une fois en particulier? Oui, et c'est bien quand on a la cagoule, parce que la larme, elle va pas loin, elle est plongée tout de suite. Non, mais on s'est même vu déjà pleurer. On s'est vu pleurer sur la mort de collègues, sur des blessures graves de collègues, sur des morts parfois, des forcenés où on luttait toute une nuit pour obtenir une reddition. Et en fait, un préfet nous disait qu'il fallait rentrer. On savait qu'on allait provoquer la mort de cette personne. Donc là, oui, on pleure. On pleure, on est déçu et tout ça. Mais par contre, on pleure parfois de joie. Ça m'est arrivé en 2009. Il y a eu, je ne sais pas si tu te souviens, ce bateau, le Ponant, un bateau touristique qui avait été pris en otage. Alors c'était assez courant. C'était où ça déjà? C'était dans le golfe d'Aden, au large de la Somalie. C'était un trima, le Ponant, donc, qui est pris en otage par des pirates. Et ils avaient comptabilisé 18 preneurs d'otages. Donc nous, on devait intervenir. Ouais, et je faisais partie des 10 qui devaient monter sur le bateau. Donc c'était un peu notre Marignane à nous, quoi. Donc, grosse mission. En fait, ça s'est négocié. Il y a eu échange d'argent. On a récupéré une partie de l'argent. Les otages ont tous été libérés. Et les preneurs d'otages ont été interpellés. Non, on nous avait demandé de les tuer. Chose que le GIGN avait refusée. Ah, c'est vrai? Ouais. Parfois, oui. La France a une éthique, a une morale. D'autres pays, non. Sarkozy, à l'époque, nous avait demandé ce qu'on comptait faire. Denis Favier, qui commandait le GIGN à l'époque, nous avait demandé, nous, mais sa décision était déjà prise. Donc on devait, au moment où les ravisseurs devaient quitter le bateau et rejoindre la berge, on devait survoler et tirer, baisser en altitude, récupérer l'argent, mais les neutraliser en les tuant. Et on a refusé. Autant on acceptait de les tuer en montant sur le bateau, et ça ne me posait aucun problème, mais que de tuer des preneurs d'otages une fois qu'ils ont libéré les otages, pour nous, c'était pas concevable. Oui, tu te dis, ils ont tué personne, quoi. S'ils partent sans tuer personne, en tout cas. Voilà. Après, s'ils ont tué quelqu'un, c'est encore autre chose. L'argent, c'est un bien. Oui. Voilà, j'ai pas envie de tuer quelqu'un parce qu'il a volé. Les otages sont repartis en France avec nous. Donc on s'est retrouvés dans le même avion. C'était quoi le type de personnes qui étaient otages là sur le... C'était des jeunes, il y avait de tout. C'était des jeunes qui travaillent dans l'hôtellerie. Il y avait de tout. Et je me souviens qu'ils étaient dans l'avion. Il y a un truc qui m'avait un peu choqué quand même. Et s'ils regardent, il y en a qu'un seul qui est venu nous dire merci. C'est vrai? L'avion était partagé en deux. Ils avaient la première classe, et nous on avait la classe la moins. On s'en fout, quoi. Ouais. On s'en fout complètement. Donc nous on était dans la classe éco. Donc nous on parlait entre nous et tout, on était contents du dénouement.
C'était quand même un gros engagement, hein. On s'apprêtait quand même. C'est très défavorable d'arriver en Zodiac sur un bateau, même s'il y a des hélicos autour qui sont prêts à traiter, c'est très défavorable. Et 18 preneurs d'otages, quand on est 10 à monter sur le bateau, et après d'autres qui arrivent encore de l'île, c'est quand même, c'est assez complexe. C'est juste, ouais. C'est assez complexe. Donc on était prêt à donner nos vies pour ces gens-là. Et donc dans l'avion, y en a qu'un qui est venu nous voir, nous remercier. Ça nous a beaucoup touchés. Par contre, on les entendait rire de l'autre côté. Et ça, on a trouvé que c'était un manque de pudeur. Juste après. Ouais, vis-à-vis de ce qu'on avait fait pour eux. Ils riaient en fait des images parce qu'ils avaient leurs photos dans Paris Match. Et ils décrivaient, ils disaient « Ah, t'as vu ta gueule, machin, nanana, dans Paris Match. » Et non, ok. Ah, t'as trouvé ça moyen. J'ai trouvé ça moyen. Par contre, quand on a atterri, et il a fallu atterrir à 20h05, je sais plus si c'était à Roissy ou à Orly, parce que M. Sarkozy, qui était président à l'époque, avait demandé qu'à l'ouverture du journal de 20h, l'avion pose, et les otages rejoignent les familles. Putain, c'est fou, c'est Donc intéressant on a de savoir. dû tourner pendant un temps, le vrai. temps que 20h05, l'avion pose, ou sur la piste, je sais plus. Bref, on est arrivé. Et ce qu'on a vu, nous, parce que nous, on est restés dans l'avion, on a vu en fait les otages descendre de l'avion et rejoindre leur famille en courant et en se jetant dans les bras. Et ben là, je peux te dire que moi, j'avais un appareil photo et j'ai filmé ça. J'ai filmé ça du hublot et... T'as vu les parents être hyper contents de retrouver leurs enfants. Et là, on leurs s'est enfants. dit, putain, quel métier qu'on fait. Ah ouais, c'est c'est formidable. Bah ouais, là, Et j'ai eu la larme à l'œil. Même si tu leur en voulais de pas tous... C'était des gamins. T'étais un peu déçu, c'est pas leur en vouloir, mais Et je comprends que le côté, sans non plus trop en faire, mais au moins dire merci, parce qu'on aurait pu perdre notre vie pour toi. On ne demande pas des... Mais quand on croise un otage ou... Et parfois, tu sais, les rapports entre otage et la personne qui va le libérer est assez particulière. Il peut y avoir des merci, comme à Marignane, comme d'autres missions, mais c'est assez particulier. T'as pu, depuis que t'as arrêté GIGN, reprendre une vie plus normale, familiale? J'imagine que ça doit pas être facile d'avoir même si on a une vie familiale, j'imagine, au GIGN, comme tous les êtres humains, même si c'est un engagement, tu peux quand même avoir des enfants, une femme, etc. Enfin, j'imagine pour certains. Est-ce que tu peux avoir plus de temps maintenant? Est-ce que c'est un peu l'avantage d'avoir arrêté, d'avoir retrouvé la vie civile ou pas? Non. Non, mais parce que ça fait partie de moi. En fait, je m'engage dans ce que je fais, aussi bien dans le cinéma que dans l'écriture, avec autant de passion, autant de disponibilité que dans le GIGN. Donc, par contre, j'ai pris beaucoup de recul par rapport à ça et j'essaie d'accorder des meilleurs moments, c'est-à-dire d'accorder des moments de qualité. Mais mes enfants ont grandi. Je vais dire, ma femme a vieilli. Mais c'est vrai, en même temps, on est un peu plus fatigué et en fait, je suis tout seul sur ce que je fais, aussi bien le cinéma, aussi bien les business. Donc j'ai énormément de travail parce qu'en fait, j'ai semé mes lignes un peu partout et tout mord. Mais ça mord pas forcément comme on veut. Et ce que je voudrais qu'il morde le plus, c'est le cinéma a quand même beaucoup de mal à prendre en France. Donc je pars aux États-Unis pour justement donner vie à ce rêve-là. Parce qu'en France, c'est très compliqué pour moi. Il faut que tu écrives un livre que tu réadaptes après. Il y a déjà 3 livres qui sont écrits, il y a un roman qui est en cours. Il y en a un autre qui arrive là du coup? Et il y en a un autre qui arrive. Alors là, c'est un livre très pédagogique qui sortira avant le roman, pour le coup, chez un gros éditeur, mais qui m'a demandé, avant de publier le roman, de faire un livre technique. Donc je le fais avec beaucoup de passion parce que c'est un sujet qui me touche. On est sur les risques, on est sur un vrai partage. Et voilà, donc tout marche un petit peu, donc ça nécessite beaucoup de temps et beaucoup d'investissement. J'étais à un dîner un soir et tu étais là avec ta femme et racontais qu'une fois tu l'avais envoyé une photo d'adieu. C'est pour montrer la charge émotionnelle. Tu peux nous raconter cette anecdote? Je crois que tu ne l'avais pas racontée encore. Non, je ne l'ai pas raconté. J'étais en Libye. Je le raconte dans le livre. Mais en fait, on avait exfiltré l'ambassadeur de France qui dînait à l'ambassade d'Espagne. Et ce soir-là, Tripoli était à feu et à sang. On n'a pas réussi à l'emmener jusqu'à l'ambassade, on l'a amené jusqu'à la résidence, une ancienne résidence de l'ambassade. Et là, je me retrouve en fait, tu sais, on dit qui tient les hauts à l'armée, qui tient les bas, c'est-à-dire que pour protéger un bâtiment, on a tendance à prendre de la hauteur, donc à monter sur le toit. Et là, je monte tout seul sur le toit parce que ça défouraillait, ça tirait à 360 degrés.
J'ai mis les images sur Instagram pour On montrer... entend tirer, on voit les impacts de balles sur ta façade de chambre. Oui, parce que justement, l'ambassade de France était prise pour cible et nous, avec l'ambassadeur de France, donc ça a tiré. Et j'ai été pris pour cible par des snipers sur ce toit-là. J'ai failli traiter les snipers, mais à un moment donné, t'es impuissant. Et je me suis dit là, à ce moment-là, c'est ma dernière soirée. Ah oui. C'est ma dernière soirée. Ils te tiraient dessus? Ils essayaient de me tirer dessus, mais moi, il y avait un muret qui était haut comme ça, quoi, comme la table. Et j'étais couché, en fait. Et je ne pouvais absolument pas bouger. Dès que j'essayais de me relever ou dès qu'un coude dépassait, pam, ça tirait. Et ça tirait juste en plus. Ah oui, ça tirait juste, donc je savais qu'il n'y avait pas d'erreur à faire. Au pire, t'attends des heures. J'attends. Mais tu sais pas s'il a pas un RPG ou s'il a pas de lancer une requête dessus. Oui, puis ce qu'il y a, c'est que tu entends des véhicules. Et les véhicules en Libye qu'on entend dans les rues à ce moment-là, c'est des pick-up avec des 12-7. Ouais, de la grosse mitrailleuse. Et voilà, donc là, je me dis, s'ils commencent à taper le mur... Ils vont le ronger. Derrière, moi, je suis mort. Puis j'avais les collègues qui étaient en bas avec... on s'était dispatché un peu l'ambassade. Enfin, l'ambassade, non, c'était la résidence, qu'on n'a pas pu aller jusqu'à l'ambassade. Et la résidence, donc on protégeait l'ambassadeur, lui, qui était comme ça, et on le sera à moins. Et moi, j'étais sur le toit. Et d'ailleurs, même les collègues, quand ils m'ont mis le gilet pare-balles, le casque pare-balles... ça sentait un peu l'adieu, quoi. Hein. Ah oui? Ouais. J'ai même coupé ma radio à un moment donné parce que les gens passaient à côté et j'entendais des gens qui se faisaient toucher, qui se faisaient taper et qui mouraient dans la rue et qui hurlaient mais qu'on ne pouvait pas secourir. Donc c'était assez dur et là je me suis dit, je voulais faire une photo, en fait. Les gens vont dire... Il est complètement con, mais comme ça j'en ai l'habitude, mais il est complètement con, pourquoi il fait ça à ce moment-là, comme il appelle sa femme avant d'aller, machin. Oui, j'ai eu cette idée folle de vouloir faire un selfie et de lui dire je t'aime mon amour, tu vois, nanana, je pars, mais tout va bien. Une fois de plus. Et je fais la photo, sauf que le flash se déclenche et tu sais, quand ça prend la photo, t'as deux petits flashs avant le gros flash. Oui, pour enlever les yeux rouges, quoi. Et là, je fais ça. Et en fait, ce qu'on voit, c'est une photo trouble. Et on voit mon arme qui est posée sur le côté. Bon, je ne l'ai pas envoyé. Mais je lui ai envoyé un petit message en lui disant que voilà, que je l'aimais, mais que la nuit, qu'on était en train de vivre était difficile. Alors là encore, tu sais, on peut être jugé pour comment on va inquiéter et tout. Mais en fait, moi, quand je fais ça, c'est dire, si jamais elle apprend que je suis plus là, tu vois, que je suis mort, c'est se dire que, il était bien, en fait. Ouais, parce que mine de rien, quand t'es prêt à mourir, que t'es en paix avec toi-même, j'allais pas lever la tête et m'en prendre une, hein, mais je voulais être, tu vois, ça allait, je voulais qu'elle soit là, tu vois, lui dire, t'étais présente. Bon, j'ai pas envoyé la photo, mais je vais envoyer peut-être un petit je t'aime, un petit truc comme ça. C'est fou. Et là, elle te répond quoi? J'ai pas eu de réponse. J'ai pas eu de réponse parce qu'elle dormait, en fait, et elle était loin de se douter. Putain, c'est le réveil qui se passait. Donc c'est le réveil. Oui, mais elle savait. Donc le lendemain, j'ai ça va, parce qu'elle connaît son mec. Donc le lendemain, ça va. Je fais oui, ça va. Et il y avait aux informations. Ça avait été traité, justement, le sujet. Et ils avaient montré notre hôtel, donc là où était l'ambassade, il y avait même une roquette qui était plantée dans le logo de l'hôtel. Pour parler de ta femme, c'est vrai que c'est une vie un peu originale de sortir avec un membre du GIGN pour elle. Je ne sais pas si tu l'as déjà raconté, mais c'est vraiment une des anecdotes, tu dis si tu veux, mais où un jour, il y a des ouvriers qui ont essayé d'arnaquer ta femme. C'est incroyable comme histoire. Mauvaise pioche. C'était la mauvaise personne à arnaquer. Ouais. On en parlait parce que moi, je me suis fait arnaquer à la maison par des ouvriers. Je m'étais fait avoir comme un bleu. Et on en parlait et tu m'avais dit, non mais tu sais que moi aussi ça m'est arrivé, ça arrivait à ma femme et tu avais toute cette anecdote qui en découle, qui est très marrant, où on aimerait tous avoir un gars du GIGN qui arrive à ce moment-là, en fait, quand t'es en train de te faire arnaquer, t'aimerais vraiment avoir un gars comme toi. Alors, c'était voulu et pas voulu en même temps. Tu sais, le GIGN travaille en combinaison bleue, comme on le voit, mais travaille aussi en civil. Et quand le GIGN quitte la caserne pour aller chez lui, il la quitte pas en combinaison. On est en civil, on a une alvéole où on s'habille le matin, on se déshabille le soir. Mais par contre, on est armé, donc on a un holster. Ça, c'est pour la suite de l'histoire. Okay. Donc, en 2016, moi, je quitte Satori, donc Versailles, là où on vit. Ouais. Parce que nos écoles ne sont pas protégées comme elles auraient dû l'être à ce moment-là et nos enfants sont menacés par les terroristes. Donc je décide d'acheter une maison dans le Loiret, à la campagne. Et ma femme y habite et moi je suis célibataire géographique pendant 2 ans à Satori. Et un jour elle m'appelle, elle me dit « Ouais, je
je suis avec des ouvriers là qui mettent un espèce de, tu sais, c'était les appareils pour filtrer l'air, pour purifier l'air, parce que la maison était très humide. Une VMC là. Ouais, une espèce de VMC qu'ils ont voulu lui vendre 6 000 euros. Et en fait, quand il le déballe devant elle, elle voit que le filtre est sale. Ah oui, donc c'est un truc d'occasion en plus. Donc c'est un truc d'occasion. Mais ça vaut pas 6 000 balles une Déjà, VMC. ça fait un peu cher. Ouais. Et puis, en plus d'occasion, si tu veux, si c'était ça, j'allais sur Le Bon Coin, je trouvais la même chose à 200 balles et je l'aurais installé moi-même. Donc, elle me dit, ouais, je crois qu'ils me prennent pour une conne. Et quand je leur ai dit, le mec, en fait, ils sont 3 et ils ont l'air de montrer que c'est comme ça et c'est pas autrement, quoi. Et moi, Versailles, Montargis, c'est à peu près 1h15, quand ça roule bien. Quand elle m'a dit ça, j'ai raccroché, je crois que j'ai dû mettre 45 minutes. Et j'étais super énervé. En fait, ce qu'il y a, c'est que je suis quelqu'un qui est très gentil, tu vois. Enfin, les gens m'ont dit, on a du mal à t'imaginer en GIGN quand on te voit dans le QG, en train de rire et tout ça. Sauf que quand ça touche ma famille ou quand je trouve que les limites ont été dépassées... Oui, t'aimes pas l'injustice, quoi. Ah, je déteste. Là, j'aurais pas fait ce métier-là si j'aimais l'injustice. Hein. Vraiment un truc qui, pour moi, c'est viscéral. Et ma femme me dit, ouais, ils sont en train d'abuser, quoi. Et là, je prends la voiture, je bombe. Et c'est vrai que j'ai pas... dis garde-les. Ouais, je dis maintiens-les à la maison. Surtout qu'ils ne partent pas. Ouais, discute avec. Je veux les rencontrer, ces mecs-là. Et je garde la voiture, je sors. Et c'est vrai que j'avais pas forcément réfléchi. Moi, je voulais y aller, tu sais, aller frontal, quoi. Y aller vraiment discuter avec eux. Discuter d'homme à homme, tu vois. Même si c'était 3, ça me dérangeait absolument pas. Et en plus, j'avais dit à ma femme, ils sont comment physiquement, au cas où ça part mal. Non, j'étais vraiment énervé. Et moi, j'arrive, j'ai pas enlevé, tu sais, le holster. Le holster, c'est là où on met le pistolet, quoi. On était dans la période après attentat, donc j'avais un Glock 19, donc un 9 mm. J'avais un espèce de couteau ici. J'avais 2 chargeurs et j'avais toujours une grenade ici. Bon, la grenade était dans son étui. Alors c'est une OF, parce que tous ceux qui vont demander c'est quoi qu'il y a une grenade, il n'a pas le droit. C'était une OF, c'est une grenade qui fait beaucoup de bruit, oui, grosse détonation. C'est un bang. Et pourquoi j'ai ça, je l'expliquerai plus tard, s'il y en a qui demandent. Bref, c'est tactique, toujours avec un... Bref. Et j'arrive avec ça. Les mecs me voient. C'est surpris. Et j'étais en t-shirt. Donc, tout le bras tatoué, puis musculeux, tu vois. Puis, c'est ça. Déterminé, tu vois. J'ai dit, bonjour, messieurs, c'est quoi le problème avec ma femme, là? Il se passe quoi, là? Et il te voit avec une grenade à la ceinture. Regardez tout. Ah non, mais il savait pas si j'étais gendarme. Du bon ou du mauvais côté, quoi. Et j'ai dit, mais vous faites quoi, là? C'est quoi le truc? J'ai montré, moi, le... Le mec dit, non, vous êtes... J'ai dit, moi, je suis le propriétaire de la maison et le mari de madame. Il déballe le truc et tout. Il dit, non, parce qu'en fait, le filtre, vous voyez, mais regardez... Ah, j'ai dit, tu rigoles ou quoi? Tu vas mettre un truc tout neuf? Et j'ai dit, vous allez montrer ce que vous avez fait, là. Donc là, je fais le tour de la maison. Vous avez vu, on a mis des tuyaux, tout machin, c'est beau, c'est propre. J'ai dit, non, là, c'est dégueulasse. Oh, non, mais ça, on va arranger. Donc, ils ont tout arrangé. Et avant qu'ils partent, ils avaient un camion avec des espèces de tuyaux, de gaines, de machin, de trucs. Le mec, il ouvre le truc, il dit... Qu'est-ce que je peux faire pour vous faire plaisir? Donc je monte dans le camion avec lui, il me dit vous avez des travaux à faire chez vous, je vois, j'ai ça j'en ai besoin, ça, ouais. Le mec a déchargé son camion, il l'a laissé dehors, et ils sont partis. Et on s'est retrouvés avec... Et t'as pas payé les 6 000 balles qu'il fallait, du coup, aussi cher? Alors ma femme a payé cher quand même, je trouve. Ah oui? J'aurais bien fait une visite, un peu. Mais tu sais ce qu'il y a, c'est que dans ces trucs-là, tu sais jamais si les gens... Puis nous, c'était notre première vraie maison et tout, on s'est fait quand même pas mal avoir. Ouais, on se fait toujours avoir. Mais j'ai les noms de ceux qui m'ont eu, et... Il est ouf. Quelle est la suite pour toi? Pour terminer l'émission, quand est-ce que sort un livre? C'est quoi la suite là? Alors pour moi, au niveau des livres, là, Confession d'un homme, on peut toujours le commander. Oui, hyper intéressant. Oui. Je le dis pas parce que vraiment, c'est la vérité. Je l'ai lu, je te l'ai toujours dit. D'ailleurs, il est stabiloté encore chez moi. J'ai vraiment adoré le livre. Féral, le deuxième, c'est plus sur la musculation, le travail du corps. Ouais, c'est le mode d'emploi. C'est un peu une philosophie de vie. C'est quelques méthodes pour réussir physiquement, mais aussi mentalement, techniquement pour certains. Et puis là, on a le livre justement que je disais là. Un livre technique qui sortira, je pense, au mois de septembre, qui devrait faire parler, parce qu'on est vraiment dans l'actualité et on essaie d'apporter avec Jean-Luc Riva des réponses qui sont les nôtres. On fait des propositions de solutions à différentes situations de crise. Puis ensuite viendra le roman qui est très attendu. Alors Rebus, c'est un titre provisoire parce qu'il plaît pas à tout le monde, mais là on est sur les coulisses d'un contrat d'armement entre la France et un pays du Moyen-Orient. On y met les Russes, Wagner, tout.
Ah oui, d'accord. C'est qu'on un dit. peu inspiré de trucs que tu as vus, sans donner les pays, machin, mais c'est crédible. C'est un peu les 200 pages qu'on n'a pas mis dans GIGN Confession d'un Ops, Ok. qu'on a mis dedans. C'est une fiction, mais qui se base sur des faits réels. Bah, Voilà. tu l'as ton premier film finalement, à toi. Oui, parce qu'il y a quand même espoir d'en faire un film. Et puis, par contre, au niveau cinéma, ben moi, je fais des allers-retours avec les États-Unis parce que j'essaie vraiment d'apprendre l'anglais correctement pour pouvoir justement faire des écoles américaines et puis aller tenter de jouer aux États-Unis. C'est Aton Officiel, ton Instagram? Aton Officiel, ouais. Aton Officiel, si vous voulez le suivre sur Insta ou sur les autres réseaux, d'ailleurs, je te dis sur Insta, mais Oui, c'est je suis surtout sur sur Insta. TikTok, mais après, TikTok, Ah oui, TikTok, tu t'es lancé, j'ai vu. Oui, ouais. je me suis lancé, bah oui. Pendant longtemps, j'avais dit c'est un réseau pour les gamins, mais il n'y a pas que des gamins, en fait, apparemment, il y a beaucoup de monde. Et où là, je balance que des vidéos. Alors, il y a moi, quoi, en fait, c'est gros panel, du marrant au trash parfois, quoi. Ok, Voilà. bah voilà, vous pouvez le suivre sur les réseaux. Vous pouvez nous suivre aussi, Légende, Legend. Pareil, que ce soit sur Insta, sur Snap, sur YouTube, sur Facebook. Suivez-nous dessus aussi. Merci beaucoup à toi d'être venu. Un grand merci à toi, c'est toujours un plaisir, Guillaume. C'était un plaisir. Et si vous voulez mettre des commentaires, mettre des likes sur les vidéos, les gars, merci beaucoup de nous aider.